Nous y sommes. On est là. Nous y sommes. Salut tout le monde. 30e émission du Aujourd'hui dans ma grosse brune. Pas sûr qu'on aurait dit ça nécessairement la première fois. Non, hein? 30 fois. La grosse brune commence à être solidement déductible d'impôts. Je ne sais pas s'il y a grand-chose à déduire là-dessus. Je pense que tout est... La machinerie lourde est pas mal payée. On peut déduire que c'est une voiture d'une autre époque. C'est Oui, pas mal tout ce qu'on peut déduire. ça c'est absolument certain. Bon, ben, le monde arrive, c'est le fun. Il y a déjà 111 personnes avec nous. C'est pas long, hein? Clique 137, ça monte, ça monte. Est-ce que ça serait qu'il y a des gens qui ont du temps à tuer? J'ai Hein? l'impression, c'est ce qu'on va avoir à faire, nous aussi. Oui, c'est ça. Yannick Côté qui est avec nous, salut. 225 déjà. Salut les gars. Bon, ben c'est le fun, fait que les gens embarquent. 100 étoiles de reçu déjà, c'est bien apprécié. Philippe Boivin, Marc Morissette, écoute, ça embarque. Un cadeau de Noël avec tout ça. Écoute, hein? Mais tu vois, j'y ai pensé de t'acheter un cadeau de Noël, puis je me suis dit, un coussin pour installer sur la banquette en arrière afin que tu puisses t'appuyer davantage. Parce que si la tendance se maintient, il n'y a pas le choix de te dire que ça se peut que tu sois pogné pour être là pour un bout. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. C'est Yannick Côté qui est avec nous autres. 282 personnes déjà. Les gens ne le voient pas nécessairement, mais quand on était dehors, là, on avait plus de place pour opérer. Là, d'embarquer dans la voiture qui est collée dans la porte de garage. Tu sais, en avant, là, le nez dans la maison. Et là, évidemment, vous vous dites, oui, mais on peut ouvrir la porte de garage. Oui, sauf que... Il fait moins 15 aujourd'hui. Sauf que juste avant, c'est ça, c'est pas évident. Et malheureusement, la grosse brune n'est pas équipée de portes coulissantes latérales qui nous permettent de glisser Germain en arrière. Non. Parce que tu peux juste embarquer. Mais pour que les gens comprennent bien, tu peux pas embarquer, merci Franco pour les étoiles, tu peux pas embarquer de la deuxième rangée puis aller à la troisième. Là. C'est pas conçu en ce sens-là. C'est ça, je travaille pas au Cirque du Soleil. Là. Il y a Steven qui faisait que tu pourrais aussi avoir droit à un bottin de téléphone. Qui se trouve d'autres vocations, hein, les bottins de téléphone, parce que ça sert de moins en moins. Pas un bottin d'occasion pour m'asseoir, parce que j'ai déjà plus de place pour les cheveux. C'était la tête. Ouais, mais c'est ça, t'es dû pour aller te faire couper les cheveux. Demain midi, je vais voir la belle Cédrine. Hein? Cédrine. On la salue. Pas sûr qu'elle nous écoute, par contre. Puis je pense surtout que les gens s'en fichent un peu. Bon, écoute, on va commencer avec ta question quiz. Oui. Et qui est de circonstance. Ben oui, hein, on finit cette série de questions sur les films de Noël. Donc, quelle est la voiture des parents de Clark Griswold dans le film Le sapin a des boules? Et il faut souligner un truc. Quoi? Je ne conduis pas la voiture de Clark Griswold. Non. Hein? Non. Parce que ça, il faut le rappeler. Oui, mais parce les gens associent souvent Clark à la voiture familiale avec du bois. C'est ça. Et c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe présentement. Parce qu'il y en a eu plein de familiales avec du bois. Mais là, il y a quelques personnes cette semaine qui m'ont envoyé une photo super intéressante qui vient du Carnaval de Québec à la fin des années 70, au début des années 80. C'est une photo noir et blanc voyons, je vais-tu dire, là? La mascotte du Carnaval de Québec. Oui, le bonhomme. Là. Le bonhomme. Le bonhomme carnaval. Le bonhomme carnaval, merci, qui observe sous le capot de la grosse brune. Ah oui? Alors, c'est une photo. Mais si la photo est en noir et blanc, comment savoir si elle est bien brune? Ah, mais non, mais je ne sais pas si c'est cette voiture-ci, mais ce que je peux dire, c'est que c'est un Matador Woody Wagon de cette époque. Alors, sachant que ma voiture vient de la ville de Québec, a été achetée neuve à Lévis, ben, les possibilités sont quand même là. Oui. Est-ce que Bonhomme aurait touché un jour à ma voiture? Oui. Qui sait? C'est possible. Alors voilà. Bon, nouvelle, on le savait, moi je le savais depuis un certain temps. Salut à Nathalie Carrière qui est avec nous. Merci pour les étoiles, bien apprécié. Je vais avoir un gros cadeau. Hein? Je vais avoir un gros cadeau. Oui, exactement. Il y a Martin qui dit Roadmaster. Non, on n'est pas là. Donc, nouvelle pour la Nissan Sentra. Oui. Bon, écoute. Parce que c'était écrit dans le ciel que l'avenir de la Coupe Nissan Micra était incertain parce que le modèle est tout simplement plus vendu au Canada. Donc, à quoi bon poursuivre cette série de courses-là qui est finalement une vitrine pour une voiture
quand cette voiture-là n'est plus vendue. D'une part, puis d'autre part, on se doutait bien qu'on n'allait pas faire... On a même déjà pensé à faire une coupe Nissan Leaf et on a rapidement réalisé que ça serait un cauchemar de penser à recharger tout ça. Puis bon, donc, on a laissé tomber le projet. Bon, la coupe Nissan Versa, pas vraiment. Je pense pas que c'est la vocation de cette auto-là. Mais la Sentra... Et une des principales raisons pour lesquelles on a une Sentra à boîte manuelle au Canada et qu'il n'y en a pas aux États-Unis, c'est à la base parce qu'on avait pensé à la Sentra Cup. Oui. Donc, parce qu'on ne fera pas la Sentra Cup en CVT. Non, ça c'est sûr. Puis ça serait pas une bonne... Écoute, ça serait désagréable à l'oreille sur une piste, ça. Oui, et après combien de tours ça briserait aussi? Oui, bon, ça c'est une autre histoire. Mais toujours est-il que Sentra Cup, ça va arriver l'année prochaine. Ouais. Et cette course-là, donc on va lancer une nouvelle série qui est la Sentra Cup, mais qui va se passer sur un même circuit en parallèle de la Micro Cup. C'est ça qui est intéressant. Et je trouve que c'est une bonne idée parce que, bien franchement, les gens qui ont investi dans une micro de course. Correction, qui ont dépensé. Qui ont dépensé dans la Coupe Micro, ben, ils veulent continuer de poursuivre cette aventure-là. Bien sûr. Donc, c'est une bonne idée de les garder en sous-série, finalement, et ils vont pouvoir continuer de rouler. Là. Exactement. Et bon, on savait, là, une Micra, ça coûtait quelque chose comme 20... Si ma mémoire est bonne, 24-25 000 $. Tu avais la voiture, l'équipement, bon, etc. Là, ça va être un peu plus cher. Là, on est à 39 000 $ pour la Sentra. Pour la Sentra. Mais c'est une voiture qui coûte elle-même le double de la Micra de base. Oui, et qui t'amène ailleurs en termes de performance, parce que là, veut pas, c'est une voiture plus rapide, c'est une voiture qui va avoir une tenue de route complètement différente. Et je vous invite, salutations à Daniel, je vous invite à aller voir sur le site du Guide de l'auto les images de cette voiture-là, parce que vous allez comprendre... Elle est belle, hein? Ben, elle est belle. La grosse cage à l'intérieur, la voiture est vraiment couchée au sol. Fait que je suis persuadé que ça va avoir une tenue de route vraiment impressionnante. Et pour avoir... Parce que bon, moi, je le savais depuis quelques mois, mais j'avais pas le droit d'en parler. Mais pour avoir vu la voiture opérer, je peux vous dire que le roulis est assez symbolique sur cette voiture-là par rapport à une Sentra régulière et encore plus par rapport à une Micra. Parce qu'une Micra, tu sais, on a vu plusieurs accidents. L'empattement est court, le centre de gravité est peut-être plus élevé aussi. Oui, puis on a vu plusieurs accidents puis des tonneaux qui sont survenus, etc. Là, ça arrivera pas avec la Sentra. Pour capoter une Sentra, il va falloir travailler pas mal plus fort. Mais en même temps, il va y avoir plus de vitesse. Oui, mais en même temps, on garde la mécanique d'origine, là, 149 chevaux, donc il n'y a pas de quoi non plus virer des Sentra à l'envers, là. Ben, c'est encore drôle parce que, oublie pas une chose, la Sentra, telle qu'on la connaît, c'est pas une voiture de performance. Non. Mais enlève 200 kilos de stock dedans, tu vas trouver que ça commence à opérer. Et puis c'est ça qui va être intéressant. On garde les mécaniques d'origine, oui, ça va être à peu près les mêmes règlements qu'avec la Microcup, mais je pense que ça va donner un sacré beau spectacle. Et les voitures vont être transformées par la même compagnie qui avait fait les... Mia Motorsport. Qui est ici à Saint-Eustache. Qui est ici à Saint-Eustache, c'est ça. Qui s'assure finalement que les voitures soient uniformes. Là. Puis, je trouve ça intéressant, d'une part, qu'on amène ça pour dynamiser l'image de la Sentra, qui, elle, est disponible en boîte manuelle au Canada. Et 2021, il y a une version SR de disponible en boîte manuelle, pas juste un modèle de base. Mais version SR qui n'est pas plus puissante que les autres. Là. C'est la même. Non, c'est vraiment un look plus sportif puis un équipement plus intéressant qu'on propose dans ce cas-là. Mais écoute, sans dire que des boîtes manuelles vont se vendre à gros volume, ben il pourrait peut-être y avoir un intérêt. Ça va donner une belle vitrine au modèle tout court. Là. C'est ça, exactement. Puis je sais pas si t'es comme moi, Germain, mais la nouvelle Sentra, on commence à en voir sur les routes. Elles sont tout le temps bleues. Oui, et c'est tant mieux parce que cette couleur-là lui va très bien. C'est le gris, le noir, le blanc, on passera. Le fameux orange brûlé, moi je suis pas un grand fan. Là, non, moi non plus. Le bleu avec le toit noir. Mais ça va donner, en fait, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le circuit parce qu'évidemment, on va acheter des Sentra de base pour ça. Et la Sentra de base n'est disponible qu'en gris, en noir et en blanc. Donc, est-ce que... mais souvent, ces voitures-là sont recouvertes de commanditaires. Là. Oh oui, mais je veux dire, est-ce qu'on va faire des wraps pour avoir des couleurs plus intéressantes? Est-ce qu'on va... J'ai l'impression que ça va donner plus de place... Parce que les Micra, elles étaient toutes blanches à la base? Absolument pas. Absolument pas. Tu avais des rouges, des bleus. Il y en a eu de toutes les couleurs. Donc, c'est ça. Elles étaient tellement enveloppées de commanditaires que c'était difficile de voir la teinte...
Fait qu'on va suivre ça au cours du printemps. J'ai bien hâte de les voir tourner l'été prochain. Ils vont courir en Ontario et au Québec. Bon, les mêmes courses que cette année, dans la mesure où c'est encore possible, on le sait bien. Même que la Micra devait être présente cette année au salon de... La Micra devait être présente cette année au Grand Prix de Montréal. Oui, le Grand Prix. C'est ça. Alors, qui sait si on verra pas la Sentra courir sur l'île Notre-Dame l'été prochain, à suivre. Tu veux nous parler d'une Chrysler qui est à vendre, qui t'intéresse pas mal? Ouais, je t'allais voir moi aussi. Oui, ben c'est ça. Je me disais, bon, comme on est dans une voiture familiale, toi et moi, on aime bien, par nostalgie, les voitures familiales. Et celle-là, ben, c'est pas une familiale ordinaire, c'est une Chrysler 61, une Chrysler New Yorker. Et la plupart des New Yorker familiales vendues en 61 avaient la configuration 8 passagers. Ouais. Déjà, tu sais, c'est beaucoup de monde pour une voiture. Oui. Mais celle-là, la configuration 9 passagers. Oui, monsieur. Donc, on fait les choses en grande. Et franchement, elle est magnifique. Ben, c'est 8 membres d'une même famille et un collé. Oui. Hein, c'est ça. C'est ça. Comment on appelle ça, là? Une bulle? Là? Une bulle, oui, c'est ça. Donc, pour les gens qui ont des grandes bulles, là, c'est bien pratique. Et bon, elle est en noir, elle est absolument magnifique. Puis en 61, ben, même si c'était le début des années 60, elle a encore des grandes ailes. C'est très magnifique. Il reste 5 jours à l'enchère. Puis elle était à 40 quelques mille dollars. 40 000 quand même. Donc, c'est un autre signe que les familiales ont la cote, parce qu'une berline du même modèle, une fois que tu as atteint là, 10 ou 15 000, là, c'est ça. C'est beau. Là. Un coupé, un cabriolet, OK, mais les berlines, pas du tout. Et les familiales ont été très, très, très longtemps dans l'ombre. En fait, c'est parce que les familiales, qu'importe le modèle, c'était du consommé jeté. Les gens n'achetaient pas ça comme voiture de collection. C'était super rare, mais en même temps, ça évoque des souvenirs à beaucoup de monde. Hey, l'ami Daniel Melançon qui est avec nous, salut. Bonjour Daniel. Et ça n'existe plus. Donc, exactement. C'est ça. Ça éveille un sentiment de nostalgie pour certains. Bon, il y a quelqu'un qui me demande, est-ce que tu as des nouvelles de l'Acura TLX Type S? J'ai su que la voiture débarquerait sur la route au mois de juin 2021. À savoir si ça va être un modèle 2021 ou 2022, on ne le sait pas. Mais je sais qu'on va avoir des nouvelles d'ici quelques mois et la voiture débarquera chez nous au mois de juin 2021. Alors voilà. On va parler des voitures qu'on a roulées cette semaine et là, je peux finalement en parler de la damnée Mustang Mach-E. Et on a fait beaucoup de téléphones, hein? On en parlait la semaine passée pour savoir quand est-ce que ça allait débarquer. On parle de mars, avril, peut-être le mois de mai. Là, il y a du confinement. Est-ce que ça va être pire? On ne sait pas. Mais j'avais dit que j'en parlerais pas. Oui, bon, on en parle. C'est ça. Mais vraiment, c'est une machine. Disons que j'ai des plus et des moins. C'est-à-dire que pour le look, ça marche. L'identité Mustang, ça va. C'est pas une Mustang, ça n'a rien à voir avec une Mustang, mais on a le look on a des traits de design de Mustang qui font en sorte que le véhicule a une sacrée belle gueule, plus que, si vous voulez mon avis, un modèle Y de Tesla ou même que le nouveau ID4 de Volkswagen qui me semble un peu... c'est des œufs, hein? Ouais, c'est ça, c'est des œufs, exactement. C'est arrondi, pour vrai, on enlève les emblèmes, là. Ça se rapproche énormément. Exactement. Énormément. Et tu vois, quand tu prends place à bord, ben là, oublie ça. Là, t'es plus dans une Mustang. C'est comme dans un Ford Explorer, 2 grosses tablettes électroniques avec, évidemment, toutes les fonctions. C'est super ergonomique. Là-dessus, on a fait un beau travail. Ce que je reproche, par exemple, c'est que l'illustration graphique du rendement énergétique, c'est à peu près rien. C'est vrai. Là-dessus, on l'a échappé complètement. Parce que ceux qu'on appelle les électromobilistes, c'est le nouveau nom à la mode. Là, donc, tu vois pas là, 10 petits arbres qui diminuent. Non, c'est ça. Ce qu'on avait dans la Focus, là, dans la Focus, on avait peut-être exagéré, justement, mais là, on a tout coupé. On a tout coupé les arbres, tu vois. N'est-ce pas? Mais... faut bien faire du bois pour les familiales. Bon, c'est ça. Mais tout ça cela étant dit, j'ai trouvé qu'on manquait d'informations par rapport à l'utilisation énergétique en temps réel. Ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Puis, franchement, l'écran qu'on met devant le conducteur, il n'y a rien là. Tu as la vitesse, tu as l'autonomie restante. Bon, c'est à peu près ça.
Fait que ça, j'ai trouvé ça un peu décevant. Par contre, la position de conduite est géniale. Il y a de l'espace à l'arrière. C'est un plancher plat à la deuxième rangée. Donc, tu peux installer 3 personnes. Le coffre est quand même assez spacieux. 800 quelques litres au niveau du volume de coffre. Est-ce qu'il y a un coffre à l'avant aussi? Oui, où tu vas mettre 2 petits sacs d'épicerie, là, tu sais, puis c'est à peu près ça. Puis des sacs d'épicerie, pas de chez Costco, là. Non, chez Costco, ils donnent pas de sacs. Non. Enfin, bref. Il n'y a pas beaucoup d'espace, mais oui, il y a un petit espace supplémentaire là-bas. Au niveau des accélérations, tu sais, ça ne cadre... C'était quelle version? Alors, et c'est ça. Faut expliquer qu'il y a plusieurs versions. Tu as une version Select, Premium à autonomie prolongée. Après ça, tu as First Edition, California Route 1 et la GT. Bon, la GT, ça va arriver pour 2022 seulement. Et ça, c'est la version de performance que 694 HP, si je me souviens bien. Je me trompe peut-être là, dans puissance, là. Mais ça va être la bombe. Là. On parle du modèle de performance, 4 roues motrices, autonomie de 325 km, mais les performances devraient être là. Et celle que j'ai conduite, c'est celle qui, d'après moi, merci pour les étoiles, là, David, d'après moi, devrait être celle qui va se vendre le plus parce que tu as les 4 roues motrices qui ne sont pas de série en passant. Tu as aussi la batterie à autonomie prolongée, donc de 88 kWh au lieu de 68. Et ça fait en sorte que tu as une autonomie annoncée avec les 4 roues motrices à 425 km. En branchant le véhicule, puis en pleine charge à une température de 0 degré, moins 1 degré, j'étais à 340 affiché et j'ai réussi à faire à peu près 330 réels. Donc 310, il m'en restait 20, ça donne à peu près 330. Donc c'était très réel. J'ai trouvé ça très bien comme rendement. Mais ce qui est ironique, c'est qu'on tente de donner à cette voiture-là l'ADN d'une Mustang, on s'entend. Ouais. Et s'il y a un véhicule qui m'a un peu déçu au niveau des accélérations initiales parmi les véhicules électriques que j'ai essayé cette année, c'est celui-là. Okay. L'accélération, elle est pas foudroyante comme avec un modèle Y. Elle est moindre qu'avec un Volvo XC40 Recharge ou avec une Polestar 2 qui utilise la même technologie. Tu sais, c'est très linéaire, c'est très progressif. Il manque pas de puissance, c'est sûr. Et j'ai trouvé également décevant le fait qu'on a 3 modes de conduite, mais qu'il n'y a à peu près pas de différence entre les 3 modes. Okay. Ça sert pas à grand-chose. Donc, pour un véhicule qui se veut Mustang, ça, on l'a échappé. Maintenant, ça demeure un VUS polyvalent, 4 roues motrices, électrique, autonomie intéressante. Tous les gadgets sont là. Et ça part à 50 000 $ pour une version Select 2 roues motrices. Tu ajoutes, si ma mémoire est... 2 roues motrices, à peu près personne. Au Canada, je parle. Mais tu peux ajouter les 4 roues motrices pour un prix raisonnable. Donc, à 54 ou 55 000 $ tu aurais les 4 roues motrices avec la petite autonomie annoncée à 325 km avec les 4 roues motrices. Donc, peut-être 250 en réalité. Encore là, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont choisir ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que jusqu'à la version premium, incluant celle que j'ai conduite, tu es éligible au plein crédit gouvernemental québécois de 8 000 $. Donc tu additionnes ta facture. Dans le cas du véhicule que j'ai conduit, 71 000 $ plus taxes, moins 8 000 Donc, je trouvais ça, c'est pas donné, là, on s'entend, mais c'était une version avec un niveau de luxe assez intéressant, avec la longue autonomie, avec les 4 roues motrices. Fait que ça faisait en sorte que tu avais un véhicule quand même pas mal. La version Select, par exemple, si ma mémoire est bonne, tu ne peux pas avoir la longue autonomie. Okay. Tu peux avoir une version premium à longue autonomie, ou courte, mais tu peux pas avoir la longue autonomie sur le modèle de base. Okay. Puis oui, 2 ou 4 roues motrices, c'est disponible dans tous les cas. Si tu prends un California Route 1, il est propulsé seulement, donc il n'y a pas grand monde qui vont acheter ça chez nous, et ça, c'est pas éligible aux crédits gouvernementaux. Et puis la version GT, c'est 4 roues motrices, mais ça non plus, c'est 83 000 $ en prix d'entrée. Donc, pas besoin de te dire que... Mais c'est une machine qui va être intéressante et j'ai hâte de voir à quel point Ford va être sérieux dans son volume. Est-ce qu'on va être capable de n'avoir? Est-ce qu'on va être capable de suffire à la demande? Parce qu'au Québec, on va en vouloir de ça. Puis c'est un véhicule électrique qui, je pense, va se démarquer. J'ai trouvé que c'était solide, que c'était bien construit, que c'est très lourd. On sent son poids. On sent que le centre de gravité est bas, puis que la tenue de route est pas pire, mais que veut pas, tu as une encre à bateau dans les mains. Là, donc, c'est à ses limites à un moment donné. Mais s'il y a une déception que j'ai eue, c'est vraiment le fait que on la vend comme une Mustang et ça n'a rien de sportif, là.
à part le look. Mais sinon, c'est vraiment un produit génial. Il y a il y a Jonathan qui dit « J'en veux un ». Oui, il n'est pas le seul. Non, c'est ça. Faites vite parce que je pense que le carnet de commandes se remplit. Donc voilà. On a glissé un mot la semaine dernière là, pour des modèles qui vont être produits en février. On prévoit des livraisons en avril, mai. Oui, c'est ça. Dans les délais actuels, s'il n'y en a pas d'autres qui se rajoutent, on parle du printemps. Là, donc, il y a le temps de se passer beaucoup de choses d'ici là. Exactement. Toi, de ton côté, tu as conduit une voiture qu'on pensait pas... une combinaison mécanique qu'on ne pensait pas possible, c'est-à-dire une Toyota Avalon avec un 4 cylindres. Oui, avec un 4 cylindres, mais 4 roues motrices. Donc, c'est une drôle de stratégie. Et j'ai posé la question aux gens de Toyota, pourquoi avoir fait ça? Pourquoi ne pas avoir jumelé le rouage intégral, le rouage intégral qui est un bel atout, avec le V6? Parce qu'on se rappelle que l'Avalon, elle a un moteur V6. Ouais. Donc, pourquoi ne pas l'avoir jumelé à ça? Pourquoi ne pas l'avoir... Et ce qu'on m'a dit, c'était que on avait ce groupe autopropulseur-là de disponible et qu'on l'offre. C'est carrément avec la Camry de la Lexus. Là. Oui, exactement. Donc, Lexus ES 300. On n'a pas voulu développer de nouvelles technologies pour ce modèle-là, ce qu'on peut comprendre parce que... les ventes sont symboliques. Quand est-ce que vous voyez des Avalons sur la route? Au Canada, personne n'achète ça. Et en tout cas, c'est très curieux d'offrir une berline de ce format-là. T'en conduis, il n'y en a plus. C'est pas compliqué. C'est des grosses berlines, les Américains les ont toutes abandonnées ou à peu près. Reste la Chrysler 300. Et je m'attendais à ce que ce soit un veau, là, parce que, c'est une grosse bagnole quand même, avec juste un 4 cylindres. Et c'est correct, là. C'est pas vilain tant que ça. C'est plus rugueux. C'est vraiment pas aussi souple que le V6. C'est clair. Mais je suis pas certain que c'est si paresseux que ça. Non. C'est ça. Okay. Ça opère correctement, mais on n'a pas la souplesse, justement, du moteur V6 qui j'ai l'impression, est apprécié par la clientèle de l'Avalon. C'est une voiture de Floride. Là. C'est une grosse berline à l'américaine traditionnelle. Puis là, on essaie de faire des versions sportives, ça me fait bien rire. Une XSE avec des kits de jupe, puis des roues de 21 pouces, puis ça n'a pas de bon sens. Là. C'est un contre-emploi. Ouais. Puis je veux dire, je pense que c'est l'erreur que Nissan a fait avec la Maxima depuis plusieurs années, c'est de faire en sorte qu'on la fait passer pour une sportive, alors que ça devrait pas être ça. C'est une grosse berline confortable et elle remplit bien ce mandat-là, franchement, l'Avalon. Tu es très bien assis à l'avant, tu es très bien assis à l'arrière aussi, de l'espace. Il y a tellement de l'espace là-dedans que tu pourrais mettre une rangée dans le milieu. J'ai l'impression... Entre la rangée avant. Le dégagement là, pour les jambes, là, à l'arrière, il est très grand. Pour la tête, c'est pareil. Vraiment, il y a beaucoup Mettons de place. Que tu le compares avec celui de la grosse brune. C'est sûr qu'il n'y a pas de troisième rangée dans l'Avalon, mais il y a plus de dégagement, oui, à la deuxième rangée. Et la banquette, est-ce qu'elle est plus confortable dans la Toyota? Oui. J'ai pas le choix de l'admettre. Bon, d'accord. Comme quoi, il n'y a rien de parfait, hein? Et j'avais conduit l'Avalon moteur V6 il y a quelques années. Je me rappelais pas de la consommation que j'avais enregistrée à ce moment-là, mais tu vois, là, j'ai fait un peu plus que 8 litres au 100. Fait que c'est très correct. Et le coffre est lui aussi immense. Oui, c'est un modèle 5 cadavres. Oui. On appelle ça comme ça. Bon, moi, de mon côté, autre véhicule que j'ai conduit, on reste chez Ford, mais on change complètement de segment. Lincoln Corsair. Oui. Il est arrivé l'année passée, je ne l'avais pas conduit. C'est la première fois que je touchais à cette machine-là cette semaine. On le sait, on utilise les bases du Ford Escape, mais tu n'as aucunement l'impression que c'est un Ford Escape. Et bon, le véhicule que je conduis cette semaine... c'est une bonne chose, soit dit en passant. Il y en a un qui dit « grosse brune, je crie au racisme ». Oh! Ça commence à être glissant. C'est ça, ouais. Et quand tu dis, c'était quoi le gag? Là, on peut pas dire l'été des Indiens, on peut pas, il n'y a plus rien qu'on peut dire, mais bon. J'ai donné le surnom avant que le Black Matter arrive. Là, heureusement qu'elle est brune, hein? Heureusement, oui, exactement. Oui, heureusement qu'elle est brune, sinon elle n'aurait peut-être pas eu autant d'attention. Ça, c'est sûr. Lincoln Corsair, alors... je mets la main sur ce véhicule-là, 2.3 litres turbo, belle mécanique.
ça a une belle gueule. La finition, elle est impeccable à l'intérieur. C'est très silencieux, c'est très confortable. C'est très silencieux. J'aime beaucoup la mécanique qu'on retrouve là-dedans. Franchement, c'est un produit insoupçonné. Évidemment, ça a l'emblème Lincoln. Puis, c'est bien difficile d'attirer un acheteur d'Audi ou de BMW chez Lincoln, peu importe la qualité du produit, mais je vous le dis, ceux qui sont un peu tannés des véhicules allemands et qui se cherchent une alternative, je préfère ça à ce que Cadillac, à ce que Lexus, à ce que Infiniti propose. C'est vraiment une petite machine intéressante. C'est confortable, les sièges massants là-dedans. J'aime beaucoup les sièges, la présentation à l'intérieur. La tenue de route, c'est très précis. Bon, là c'est sûr que je suis chaussé de très grosses roues. C'est une version quand même assez luxueuse. Il y a tous les gadgets à l'intérieur, mais ça a une belle gueule. C'est très maniable. Puis, en même temps, t'as pas l'impression d'avoir un véhicule si petit que ça quand tu analyses le confort. Donc, c'est une machine super bien équilibrée. Puis je me demande... plus spacieux, effectivement, que l'Escape. Là. Puis je me demande pourquoi on n'a pas pris le 2.3 qu'il y a là-dedans. Ouais. Parce que tu as deux options mécaniques, là, mais je me demande pourquoi on n'a pas pris le 2.3 là-dedans pour le glisser sous le capot du nouveau Bronco Sport. Ah non, on a mieux mettre le 3 cylindres. Là. Ça, non, mais je veux dire, tu mets un moteur 3 cylindres comme pour les modèles d'entrée de gamme, t'offres le 2 litres en milieu de gamme et le 2.3 dans la version la plus équipée. Ça aurait du punch, là. Oui, et ça a des chances d'arriver. Ben, je veux dire, techniquement, c'est super simple à faire. Oui. Donc, puis c'est une mécanique qu'on utilise à différents endroits chez Ford, incluant dans la Mustang. Donc, c'est pas parce que ça se peut pas. Mais vraiment, c'est une belle mécanique, puis c'est un véhicule à découvrir. Pour moi, c'est une belle surprise. Je m'y étais pas attardé. Puis franchement... Là, on n'en va pas là, sur la route. Non, donc, ça se vend pas. Ça se vend pas. Mais on le sait, hein, Lincoln, c'est pas... Le problème, c'est pas le produit. Le problème, c'est pas le produit, c'est l'image de marque. On est collé avec une image de marque, on n'est pas capable de se défaire. Par chaque année, on entend la fameuse relance de Lincoln qui arrive jamais. Mais honnêtement, il va falloir que ça passe par un plan stratégique qui se fait ailleurs qu'à Détroit, où on pense que Lincoln a encore une image. Parce que, je veux dire, à Détroit et dans les environs, Lincoln se vend, là. Mais quand on sort du Michigan, ben on se rend compte que c'est une marque où l'image, le produit est toujours plus fort que la marque elle-même. Et c'est un problème qu'on peut reprocher à bien des constructeurs, mais chez Lincoln, c'est plus grave que jamais. Là. Donc, et Lincoln est dans une moins bonne posture que Cadillac pour moi. Là. Ah, ben absolument. Je veux dire, quand les gens s'achètent un Navigator, ils s'achètent pas un Lincoln Navigator, ils s'achètent un Navigator. Puis le produit, on pourrait enlever l'emblème sur la grille, ça serait pas grave. C'est un Navigator, c'est une marque en soi. Enlève l'écusson Cadillac sur un Escalade. Tu sais, puis on a passé notre temps dans les 20 dernières années à changer les noms des modèles à chaque fois qu'on les renouvelait. Ouais, de mettre 3 lettres, de mettre des vrais mots, de revenir. Tu sais, la Zephyr qui est devenue une MKZ, après ça, le MKC qui a remplacé c'est ça, le MKC. Oui, le Corsair qui a remplacé le MKC. Ouais. Ensuite, là, il y a le Nautilus. Oui, c'est ça. Le Nautilus qui a remplacé le MKX. Ouais. C'est très dur à suivre. Bon, là, à un moment donné, là, c'est ça. Les MK et compagnie, ouais, c'est ça. Mais MKC, ça, c'était pas une bonne idée. Ouais, en français, là. Je l'aime cassé. Oui, c'est ça. Pour un véhicule. Parce qu'un véhicule, normalement, tu ne l'aimes pas brisé, là. Non, ça c'est assez rare. Fait que, oui, une belle surprise en ce qui me concerne. Un petit bilan de cette année. Parce que c'est le dernier live avant la nouvelle année. Avant l'année prochaine, oui. C'est le temps de faire un bilan de cette année qui ressemblait à aucune autre année. Oui, non, c'est ça. C'est pas compliqué. On a vu des concessionnaires fermer, des concessionnaires ouvrir, des salons de l'auto annulés, jamais revenir. Moi, je pense qu'on ne reverra jamais des salons de l'auto comme on les a connus. Ça va être bien spécial. Je suis très curieux, très, très curieux. D'abord parce que les gens sont peut-être passés à autre chose, mais aussi parce que de créer des événements comme ça, quand est-ce qu'on va revoir des foules collées comme ça dans les corridors du Palais des Congrès? Puis, je veux dire, on dépasse le cadre automobile, là, je veux dire, c'est vrai pour un paquet d'événements, mais
mais j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Puis je pense que les gens vont garder des habitudes de se promener avec des masques dans des événements comme ceux-là, par mesure de prudence. Oui, puis tu sais, l'idée d'un salon de l'auto, c'était de toucher à la voiture, de prendre place à bord, de s'asseoir à la deuxième rangée, de l'examiner au grand complet. Là, est-ce que les gens vont rester plus craintifs face à ça? J'en ai l'impression. Mais de toute façon, je pense qu'on était rendu au bout de ce qu'on pouvait faire avec des salons d'auto traditionnels. On était déjà en grand questionnement et en quête d'un renouvellement qui ne venait pas. Parce que les gens n'ont pas idée à quel point un salon de l'auto, pour les exposants, ça coûte une fortune. Ouais. Et des endroits comme le Palais des Congrès ou le Centre des Foires à Québec... Ça, pour 15 jours, là, ça coûte extrêmement cher. Là. Vous n'avez pas idée, là, une prise électrique, c'est 600, 1000 piastres. Puis là, tu n'as pas le fil, puis tu n'as pas la power bar. Ils te louent le tapis plus cher que ce que coûte le tapis. Puis là, c'est des entreprises. Tu as une entreprise qui a le droit de rentrer là. Tout est syndiqué mur à mur. C'est protégé. C'est une chasse gardée. Alors, tu n'as pas le choix de te plier aux règles de ces bâtisses-là. Mais à un moment donné, c'est parce que le marché change et eux s'adaptent pas. Et je pense que ça va avoir été le coup de grâce. Vraiment. C'est comme tu sais, je fais un peu le parallèle avec les journalistes et tous les employés qui travaillaient dans des journaux imprimés. Ouais. Le Journal de Montréal, la presse, il y en a, là, bon, il y en a de moins en moins, tu vas me dire. Mais pendant longtemps, on a vu des employés résister au changement jusqu'à ce que le changement n'ait pas le choix d'arriver. Puis quand c'est arrivé, ben coudonc, les employés ont dû plier ou quitter parce que c'était plus possible. C'était plus possible. Donc, c'est des milieux qui sont en bouleversement. C'est ça, exactement. Alors, les salons d'auto, comme on les a connus, moi, je ne crois pas que ça va revenir. Je ne crois pas qu'on va prendre des avions puis aller aux quatre coins de la planète pour continuer à avoir des salons d'auto comme on l'a fait. Écoute, la dernière fois que j'étais allé à Tokyo, au salon de l'auto, il y avait une douzaine de constructeurs. La plupart, c'était des marques japonaises qui avaient souvent pas grand-chose à dévoiler. Et les kiosques les plus gros, c'était Suzuki, Daihatsu, Honda, qui vendaient des petites voitures pour le marché japonais. Mais des dévoilements de grosses envergures... Parce qu'il y a deux volets comme ça. Hein. Un salon, il y a la présentation de nouveaux véhicules, le dévoilement de nouveaux produits, ce qu'on a moins à Montréal parce qu'on est un salon de second rang. Là. On n'aura pas de second rang, peut-être même troisième rang, mais en tout cas, peu importe. Et donc, c'est ça, la présentation de nouveaux véhicules, mais il y a le volet consommateur qui vient visiter le salon dans le but d'acquérir éventuellement un véhicule. Puis ça, c'est encore sa place. Ça, c'est encore sa place. Mais les dévoilements... Ça va se faire en ligne, ça va se faire dans des endroits privés. Et déjà, on était dans une espèce de restructuration parce que à chaque salon de New York ou de Los Angeles, tu avais un manufacturier X qui organisait une soirée la veille du salon qui te présentait le véhicule. Donc, avant que tous les autres véhicules soient présentés au salon, tu avais GM, par exemple, qui te présentait son nouveau véhicule. Oui, c'est ça. Donc, chacun vivait en marge de ce salon-là et en raison de ces salons-là, justement, le rayonnement était divisé en une douzaine de dévoilements, alors que si tu choisis, on fait ça le 15 décembre. C'est un melting pot, là. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas idée, là, au début des années 2000, quand je couvrais le salon de Détroit, là, les conférences de presse se faisaient aux 15 minutes. Ouais. Il y avait 5000 journalistes sur place. Et puis, essaye de te tailler une place, d'assister à une conférence, de réussir à prendre des photos, de courir à l'autre place, d'écrire ton information, prendre tes photos, shipper ça. C'était une course contre la montre en continu, ce qu'on vivra plus jamais. Jamais. De toute façon, l'information arrive d'avance aujourd'hui. On la sait de toute façon. C'était moins le cas dans le passé. Il y avait beaucoup plus de secrets. Moi, je vais toujours me souvenir lorsqu'on a dévoilé la Cadillac CTS 2008 au salon de Détroit en 2007. J'avais entendu parler de la nouvelle CTS, mais on n'avait pas vu d'esquisse. Je veux dire, il y avait encore beaucoup d'éléments de surprise. Tu te rappelles quand la Ford GT... Absolument. 2017. OK, je pensais que tu parlais de la 2004. Non, même pas. Okay. La récente, ça aussi, là, c'est arrivé de nulle part. Là, c'est un produit qui était complètement inattendu, alors que la NSX,
Ben, elle, on l'avait vu. Non, mais ça a été une erreur d'Acura. On l'a dévoilé, mais on avait Quand la voiture est arrivée sur le marché, était déjà, je veux pas dire dépassé, mais on était déjà tanné. Oui, on avait déjà tout vu ce qu'on avait à voir. C'est ça. Non, mais ça, Acura l'a complètement échappé avec ça. Ouais. Alors qu'on avait créé un vrai stunt avec la GT en la ramenant à nouveau. Mais le Salon de Détroit, ça a été des années de fascination. Ouais. Pour l'amateur de voitures que je suis, ça a été des années extraordinaires. Moi, j'ai vu des Jeeps passer à travers des vitrines. J'ai assisté au dévoilement nord-américain c'est-à-dire de la Smart pour la première fois commercialisée aux États-Unis. Il y avait des petites Smart qui tournaient partout en ville. Les chauffeurs de taxi dans le centre-ville de Détroit se demandaient ce qui était en train de se passer. Tu voyais des petites Smarties se promener un peu partout, là, de toutes les couleurs. Puis le chauffeur de taxi installé dans sa grosse grande Vic. What the hell is that? Half a car? Puis c'était vraiment ça, là. Ça avait aucun sens. Je me souviens du dévoilement du Ram où on avait sorti des taureaux en plein centre-ville. Puis là, les taureaux sautaient les uns sur les autres parce qu'ils n'étaient pas tous... en tout cas, il y en a qui avaient des envies. Et Ram nous lançait des sachets de beef jerky en pleine rue. Les budgets qu'on avait pour faire des événements... Aujourd'hui, tu aurais des protestataires des droits des animaux qui viendraient manifester, puis tout ce que tu veux, là. C'est hallucinant. Le Chrysler Aspen, en 2006, on avait invité le Slava Snow Show pour faire le dévoilement. On n'aurait peut-être pas fait une si grosse histoire. Écoute, il y a eu des trucs là-bas. Je te dirais que Chrysler s'est particulièrement démarqué au niveau des présentations. Chrysler Jeep, là, quand on a dévoilé la Charger aussi, c'était incroyable avec le NASCAR qui allait avec. La voiture arrivait du haut des airs. Alors, c'était absolument hallucinant. Fait qu'on a fait des lancements à gros déploiement. Je te dirais, là, jusqu'à ce que la crise de l'automobile arrive en 2008-2009, là, il y a eu un changement. On a vu le salon reprendre vie par après, mais jamais comme avant. Et il y a la part d'Internet qui est devenue de plus en plus grande aussi, là. Oui, puis le désintérêt des constructeurs qui abandonnaient le salon parce que c'était trop cher. Là, c'est à partir de la crise de l'automobile qu'on a vu des Mercedes, des Audi se retirer des salons, les marques de prestige comme Ferrari, Rolls-Royce disparaître littéralement. Donc, des fois, il y avait une présence d'un concessionnaire local, mais c'est tout, là. C'est ça. Donc, ça avait aucun sens. Puis, on justifiait la chose par le fait qu'à Détroit, on vend de la voiture américaine, puis c'est à peu près tout. Ben, c'est pas faux, hein? Puis c'est pas faux, mais je veux dire, à un moment donné, quand tu es un visiteur, moi, je veux dire, de l'époque où j'étais... de l'époque où j'étais étudiant, là, je partais de chez moi, puis je descendais à Détroit en voiture, avec des voitures pas toujours sécuritaires d'ailleurs, pour aller assister à cet événement-là, qui pour moi était un incontournable. Je tripais là, à aller à cet événement-là, puis au diable, on s'organisait avec les moyens du bord, puis on mangeait ce qu'on pouvait, puis c'était pas grave, on voulait visiter l'événement. Puis c'était long visiter le salon de Détroit, et aujourd'hui, tu fais ça assez vite. Ben aujourd'hui, du moins dans les dernières années. Puis là, c'est drôle, parce que Détroit, ça fait bientôt 2 ans qu'il n'y en a pas eu. Oui, parce que c'est ça, quand je disais qu'on était en pleine restructuration, on essayait de se réinventer, un autre mot à la mode cette année. On essayait de se réinventer. Bien, le salon était passé du mois de janvier, donc juste avant le salon de Montréal, au mois de juin. Et ben là, il n'y en a pas eu. Le mois de juin n'a pas eu lieu, puis c'est ça. Donc, fait que, bon, enfin bref. Fait que j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer cette année. Ouais. Je pense que le bilan qu'on peut faire de 2020, c'est que on pensait que l'industrie automobile souffrirait énormément. Oui. C'est peut-être pas le cas tant que ça. Non. Les concessionnaires s'en sont très bien tirés, même s'ils ne disent pas trop fort. Et à la grande surprise de tous, là. Oui, mais parce que le discours qu'on avait au printemps, c'était « Oh mon Dieu, les cours vont être pleines, il va falloir liquider les modèles à tout prix, non. » Oui, mais on a arrêté de fabriquer des voitures. Aussi. Puis la demande n'a pas cessé tant que ça. Oui. Ce que ça a fait, c'est qu'il y a eu une pénurie de véhicules sur le marché. Oui. Faut pas oublier qu'il y a un paquet de gens qui avaient des véhicules en location, devaient remplacer des véhicules. Oui. Là, évidemment,
il n'y avait pas de véhicules qui arrivaient. On prolongeait des termes de location. Ça a eu aussi comme impact de faire monter la valeur des véhicules d'occasion. Ben oui, puis de créer une pénurie dans ce segment-là aussi. Puis en plus, comme le dollar américain est encore très fort par rapport au nôtre, il y a beaucoup de véhicules d'occasion qui sont partis de l'autre côté. Donc, nous, on s'est retrouvés avec une pénurie de véhicules d'occasion, particulièrement dans le segment des pick-up pleine grandeur. C'est pas une mince affaire. Fait qu'aujourd'hui, là, réussir à mettre la main sur une camionnette usagée récente à prix raisonnable, c'est beaucoup moins facile qu'avant. Le marché a brassé énormément, mais au final, ça a fait du bien. Moi, j'aime le fait qu'on a mis moins de tôle dans le chemin, là, comme on dit en bon français. Ça stabilise les choses un peu. Puis, je pense pas que ça va repartir à fond la caisse. Je pense qu'il y a des retards de production, puis que ça va avoir eu juste comme effet de faire conserver une valeur plus haute aux véhicules d'occasion et de changer un peu le marché. Mais, puis bon, évidemment, il y a des constructeurs qui en ont souffert plus que d'autres, là. Mais au final, c'est pas si catastrophique que ça à quoi on s'attendait, non. Et puis, j'ai hâte de voir pour 2021. Oui, parce que il n'y a plus rien de certain. Ça ne sert à rien de faire des prévisions, parce que les prévisions qu'on a faites, il n'y en a pas une qui a eu lieu. Alors, on parlait de familial plus tôt. On continue de parler de familial avec la brochure de la semaine. Brochure de la semaine. Hein? Toutes les familiales de Chevrolet en 1974. Donc, on avait la grosse... Des Caprice, grands crus. Oui, la Caprice, la Malibu, la Vega. Et on avait inclus aussi les gros VUS, donc Suburban et compagnie, là-dedans, parce qu'on jugeait que c'était... des véhicules à vocation familiale. Oui. Ben oui. Pour les grosses familles. Hein, oui, c'est ça. Ben dans ce temps-là, écoute, hein. Mais je salue les gens qui ont commandé des Vega, là, avec des Vega familiales avec du bois. Ça, c'était la Malibu. Oui. La grosse Caprice. Ouais. Ça, c'est magnifique. Vraiment, vraiment. Magnifique. Je dirais pas que c'est les plus belles années. Moi, je préfère les Chevrolet, les Kingswood Estate un peu plus vieilles que ça. Mais quand même, ça, t'en vois plus de ça. Mais des mal-aimés comme ça me plaît toujours beaucoup. Ouais. Bon, là, j'essaie de trouver la photo de la Vega. Elle est un peu plus loin, je pense. Oui. J'ai ça. Regardez-moi le chef-d'œuvre. On disait que c'était, on les surnommait les dégâts. Ouais. Hein, les désastres de chez c'est ça. Mais c'était une belle gamme de véhicules avec, quand même, tu avais des moteurs pas pires là-dedans. Hein? Oui, 454. C'était la fin des gros blocs. Sauf que là, c'est ça, la puissance n'était plus là. Les pouces cubes étaient là, mais les pouces cubes étaient bien étouffés. On vous explique d'ailleurs comment les suspensions à lame et les ressorts hélicoïdaux pouvaient offrir un confort exceptionnel. Merci pour les étoiles. Il y en a un qui dit « Le sapin a des boules ». Non, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. Donc, c'était notre brochure de la semaine. Oui. On va plugger le fait qu'on a une émission spéciale au Guide de l'auto là, cette année. Oui, donc... cette semaine. Cette semaine, c'est la 100e émission qu'on a animée ensemble, toi et moi, le Guide de l'auto, sur Cube Radio, la radio numérique de... je vais aussi, je vais en profiter pour plugger Bertrand Godin, tant qu'à faire. Bertrand Godin qui va avoir son émission à TVA Sport pour couvrir la Formule E. Oui. Donc, vous pourrez l'écouter à compter du mois de février. Puis aller visiter son site, Godin Racing. Il y a toujours un petit peu d'infos de ce temps-là. Il est assez en feu, notre ami Bertrand. Fait que je le plug en même temps. Il y a des beaux bas. Hein? Il y a des beaux bas, oui. Il y a des cadeaux de Noël de dernière minute, c'est une bonne idée. Il y a des beaux bas. Germain les porte fièrement, d'ailleurs. Ça garde au chaud. Mais, donc, 100e. La 100e qu'on enregistrait cette semaine. Donc, ça va être diffusé samedi. On reçoit Jacques Duval, hein, ça allait de soi, et Michel Barrette, avec qui on jase de voiture. Puis on se dit, vu que c'est la 100e, on va faire quelque chose de bien, quelque chose de gros. On vous jase pendant 2 heures. Donc, Jacques Duval, on a une entrevue avec lui. On a discuté de l'histoire du Guide de l'auto, brièvement, de où il a amené ça, de la qualité du français de Jacques Duval, qui l'a toujours distingué. Et puis après ça, on a parlé à Michel Barrette, qui nous parle de sa passion et de ce que signifie le Guide de l'auto pour lui, parce que bon... Et il a lui-même travaillé avec
Avec Jacques Duval, donc il revient... En 99-2000, l'émission Prenez le volant. Là, il revient là-dessus. Salut à Éric Bizier qui est avec nous, Denis Meunier, Marc Maltais, François Cousineau. Il y a plein de monde qui embarque, c'est le fun. Ben c'est bien, c'est très bien. Et pour cette émission-là aussi, on a ramené aussi quelques moments marquants des 100 entrevues qu'on a menées ensemble. Quoi d'autre? J'ai la mémoire qui... T'as la mémoire qui flanche. En fait, on a parlé un peu des moments marquants aussi des moments marquants de l'année, voilà. Ça coïncidait, oui, avec la dernière de la saison. Donc, c'était le bilan des bilans des bilans. Voilà. Quelques questions? Quelques questions. Je te lance ça en rafale. On a un polo qui, pour une famille de 5, hésite entre un Mazda CX-9 2016 à 2018 ou un Kia Sorento des mêmes années. Ta préférence entre les deux? Je t'avoue que je préfère de beaucoup la maniabilité et le raffinement du Mazda CX-9, sauf que pour moi, c'est pas un véhicule qui est conçu pour charger énormément et pour remorquer. D'ailleurs, la capacité de remorquage, elle est moindre que celle du Kia Sorento. Puis quand je parle du Sorento, j'assume que c'est un V6 parce que les autres mécaniques m'intéressent pas. Là. C'est le 6 cylindres dans le Sorento. On se pose pas la question. Et d'ailleurs, je vais conduire dans le temps des fêtes la version X-Line du Sorento 2021, toi aussi, qui est le modèle de milieu de gamme, mais celui avec le moteur turbo compressé. Donc, la version la plus bas de gamme que tu peux avoir avec le moteur turbo. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que, vous le savez, je suis pas friand des moteurs turbo 4 cylindres dans ce genre de véhicule-là. Et là, on élimine le V6 chez Kia pour remplacer ça par ce moteur-là. Et j'ai des réserves. Je vous avoue, j'ai des réserves. Strike, comme on dit en Il part avec une strike, c'est ça, exactement. Mais donc le CX9, si vous avez pas une masse trop importante à bord, si vos enfants sont jeunes, puis que le véhicule ne change pas sa dynamique de par le poids qu'on met à bord et par une remorque, je pense que je préférerais le Mazda. Mais autrement, si vous voulez remorquer, si vous voulez un véhicule pour exploiter son espace, son volume au maximum, je pense que j'irais chez Kia avec le V6 pour son moteur. La maniabilité, le raffinement, l'avantage est chez Mazda, là, mais sinon, j'irais chez Kia avec le V6. Et c'est un moteur très fiable. Le V6 de Kia. On sait qu'on a eu des problèmes de... C'est intéressant. Oui, absolument. Mais c'est mou, ça manque de personnalité. C'est pas aussi dynamique que le CX-9. Non, on est d'accord. Bon. On a René qui a commandé un F-150 Lariat hybride sans l'essayer. Il remorque continuellement une charge de 5000 livres. Il aimerait connaître tes impressions sur ce nouveau pick-up. Oui, j'ai reçu cette question-là tantôt. Merci à René de l'avoir envoyé et continue d'en envoyer. Et je veux profiter du fait que de la tribune pour vous dire, oui, je reçois vos questions. Je ne les lis pas toutes à 100%. C'est bien difficile. J'en reçois plus de 50 par jour. Alors, vous aurez compris que je peux pas que faire ça dans ma journée. Il y a des questions, on y répond. On répond à une partie ici dans la Grosse Brune, mais on en répond... Sur le site du Guide de l'Auto, moi sur mon Facebook. Voilà. Bon, j'essaie de faire ce que je peux. Puis il y a des gens qui sont insultés quand je réponds pas à leurs questions en 2 heures, puis il y en a qui sont enchantés quand j'y réponds après 3 semaines. Fait que toute chose étant relative, mais soyez compréhensifs et merci aux gens qui comprennent que c'est pas nécessairement toujours évident et qu'on n'est pas payé pour le faire non plus. Donc on y va comme on peut. Mais bref, F-150 hybride, c'est sûr que vous l'avez acheté sans l'essayer parce qu'ils ne sont pas arrivés. Et on dit que ça devrait débarquer là cette semaine les premières unités. Permettez-moi d'en douter et confirmez-moi si c'est bel et bien le cas parce que des F-150 nouvelle génération, c'est à peine si je commence à en voir là. Je n'ai vu un chez un concessionnaire cette semaine, mais ça s'arrête là. Ça commence à arriver. Et ce qui est intéressant de la question de René, c'est que lui va remorquer 5000 livres pratiquement constamment avec son camion. Et moi, je ne l'ai pas essayé, le véhicule, avec une remorque à l'arrière pour vous dire si le rendement énergétique est intéressant. Parce qu'on le sait, c'est quand même un moteur turbo qu'il y a là-dedans avec l'hybridation. Est-ce que le turbo va être mis à contribution et que ça va consommer comme un 3.5 EcoBoost avec lequel tu remorques tout le temps? Si oui, vous allez être déçu du rendement énergétique. Mais en même temps, la surprime par rapport à un 3.5 EcoBoost, c'est pas si grande que ça. Je pense qu'elle vaut la peine parce que le couple initial est
est super impressionnant. C'est 570 livres de coupe. C'est quand même impressionnant. Puis le rendement énergétique, je vais le réessayer, le F-150, parce qu'évidemment, celui que j'ai roulé, moi, je faisais du 12 litres autour de. Pour un hybride, c'est pas super impressionnant. Ford annonce 9,8 de moyenne. J'ai des collègues qui ont fait 11,7 autour de. Bon, c'est un peu optimiste, c'est sûr. En même temps, on n'est pas l'été, on est l'hiver. Fait que j'ai hâte de voir, mais je pense que c'est... Hein? C'est une belle observation. Ouais, j'ai cru. C'est un peu frais, oui. Ouais, un peu. Ouvre la porte de garage, on va voir. Veux-tu que je l'ouvre? Je suis capable, moi. Parce que j'ai. Ah non, j'ai pas la télécommande dans cette voiture-là, désolé. Mais on a tellement reculé dedans que le bouton. Ouais, c'est ça. C'est ça. Juste souffler puis ça va marcher. Mais c'est un sacré beau camion, honnêtement. Et au-delà de la technologie hybride qu'on a mis dedans, les améliorations qu'on a faites à bord, la planche de bord, les commodités qu'on a faites, la nouvelle instrumentation, on a super bien travaillé pour faire de ce camion-là un produit encore moderne, encore à jour, super compétitif. Puis je pense que de choisir une motorisation... Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. On va la laisser vieillir un peu, mais je veux dire, c'est basé sur le 3.5 EcoBoost. On met de l'hybridation là-dessus. J'essaie de m'imaginer ce qui pourrait être pris en défaut pour la fiabilité. C'est pas évident, là. Mais je pense que ça va être une technologie qui va être super populaire et que beaucoup de gens vont commander. Merci à Sébastien Néron pour les souhaits de joyeuses fêtes. C'est bien gentil. Souhaits qui sont renvoyés. Donc, F-150, pour moi, là, dans sa version hybride, c'est un go. Mais je peux pas me prononcer sur sa consommation quand on remorque encore. Il va falloir faire des tests plus tard. Bon, parfait. Prochaine question, écoute comme il faut, est assez longue. Nicolas possède une flotte de 8 camions Sprinter 2012-2013 à moteur diesel. Il a eu des problèmes et veut retourner à la base avec un moteur à essence conventionnel. Son premier choix, un Ford Transit à moteur EcoBoost, mais il est inquiet par rapport à la fiabilité du moteur turbo. Le choix numéro 2, bien là, on est vraiment à la base de la base, un Savannah à moteur V8. Il change plus de 2000 livres de manière permanente et les véhicules roulent entre 30 et 40 000 km par année. Ben moi, je pense que je choisirais un Transit avec le 3.5 non turbo compressé. À moins que vous ayez besoin absolu de cette surpuissance-là, un 3.7, pardon, c'est un moteur increvable, là. C'est un moteur increvable. Le V6 atmosphérique qu'on offre chez Ford, c'est un moteur super tough. Moi, j'ai des amis qui en ont de ces camions-là, qui travaillent avec à tous les jours. C'est vraiment des mécaniques increvables. C'est pas cher d'entretien non plus. Donc, vous allez être bien heureux avec ça. C'est disponible aussi en 4x4 en passant pour cette année. Donc, comme le Sprinter. C'est un bel atout, là. C'est un bel atout. Fait que moi, je pense que c'est vraiment la formule gagnante, là. Le Savannah, à un moment donné... j'aime ça. Non, mais c'est parce que t'aimes ça. Tu peux pas aimer ça. Là. Oui, j'aime ça. Ben, écoute, Germain, ils vont se faire un plaisir de t'en vendre un. Ils le font avec le 4 cylindres du Duramax diesel aussi. Non, mais Savannah, c'est une autre époque. C'est surtout bien moins pratique. Il y a beaucoup moins d'espace là-dedans, là. Fait que moi, je choisirais un Transit haut la main. Puis c'est des camions qui, de toute façon, sont très solides, sont éprouvés. C'est le meilleur fourgon commercial que tu peux te procurer en ce moment. Le Sprinter est intéressant, mais je pense qu'il l'a vécu. Ça coûte tellement cher d'entretien par rapport à un Ford qu'on finit par pas se poser la question. Et étonnamment, il n'a pas parlé du ProMaster. Non, et ça, c'est intéressant parce que non seulement le ProMaster, on le recommandera pas, mais deuxièmement, vous avez un an et demi d'attente facilement si vous voulez mettre la main sur un ProMaster flambant neuf. Fait que moi, ça me donne un peu une idée sur son avenir. J'ai l'impression qu'on va tranquillement remplacer ça par autre chose chez Stellantis. Parce que Stellantis, qui est la nouvelle entreprise associant FCA et PSA, pourrait éventuellement débarquer chez nous avec des fourgons commerciaux qui viennent de chez Peugeot, qui sait? Ça serait un autre essai. Voilà. Réponse à la question quiz. Oui. Donc, la voiture des parents de Clark Griswold dans le sapin à des boules, c'est une Lincoln Continental du début des années 60.
Donc un modèle comme John F. Kennedy. Comme dans lequel John F. Kennedy s'est fait assassiner. Ouais. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ce film-là, Le sapin en déboule, c'est vraiment un incontournable de Noël. Je pense que TVA l'a passé déjà cette semaine. Ah, s'il pouvait le passer là, tous les soirs, je serais heureux. Pour vrai, c'est génial. Mais d'après moi, tu fais YouTube puis il est là. Oui. Puis toi qui aimes ça écouter des films sur ton téléphone parce que tu n'as pas de télé. J'ai désormais une télé. Félicitations. Alors, on applaudit Germain. Sur ce, joyeuse fête tout le monde. Merci d'avoir été. Ah oui, il faut remercier. On n'est pas tout seul dans ce projet. Non, c'est ça. Alors, des directs dans la grosse brune. Je me suis pris des notes. Alors, aujourd'hui, dans ma grosse brune, ne serait pas possible sans toute l'équipe technique que vous voyez pas autour. Le réalisateur, le producteur, tous les éclairagistes qui travaillent, on les salue. Les monteurs, même si on est en direct. Les maquilleurs qui sont ici, qui se déplacent pour nous. Les innombrables commanditaires qui nous ont aidés à faire en sorte que ce projet-là puisse aboutir. Non, c'est pas vrai. Il n'y a personne. On est pas mal, Germain et moi, et 2 micros. Et puis, je vais en profiter, dans le fond, pour remercier Dominique Bourget. Qui est venu nous dépanner. Qui est venu nous dépanner à quelques reprises. Qui a su élever une petite affaire, le niveau technique de notre qui était complètement nul à ses débuts et qui est devenu un peu quelque chose. Puis je remercie Martine Girard aussi, qui m'a aidé là-dedans, qui est propriétaire de À l'Infini. La petite plug, fallait la faire. Voilà. Alors voilà, que les éclairagistes, les réalisateurs, les monteurs, non, j'ai pas de job pour vous parce que on fait ça a cappella, on fait ça sans prétention. Puis l'important, c'est qu'on a du fun à le faire. Alors, on sera de retour quelque part au début janvier. Là, j'ai pas le calendrier devant moi, mais la 2e semaine de janvier, on va repartir nos lives. Et en attendant, c'est le moment de souhaiter très joyeuses fêtes. Exactement. Des fêtes qui ne ressembleront visiblement pas aux fêtes des autres années. Je pense que tu as bien fait de t'acheter une télé. Salut tout le monde. Bye bye.